Ceux du Noir, ça commence par une journée d'été dans les Causses du Quercy où plusieurs familles sont conviées avec leurs enfants à visiter une grotte préhistorique et c'est un événement un peu exceptionnel parce qu'habituellement cette grotte elle est fermée au public et il y a un spécialiste, un archéologue qui vient ouvrir spécialement pour ces familles le temps d'une visite cette grotte qui est peinte et qui est gravée. Donc il y a plusieurs familles et plusieurs enfants, ils sont 3, mais il y en a 2 particulièrement qui vont prendre la parole dans le récit, qui est cette petite fille de 8 ans et ce garçon de 11 ans, et ils rentrent dans la grotte, et ce qu'ils vont découvrir au fond de cette grotte, c'est un phénomène bien spécifique, bien particulier, qui est le noir absolu. Et le noir absolu, c'est une matière qui est assez difficile à décrire si on ne l'a pas rencontrée une fois. C'est l'endroit où le soleil n'a jamais pénétré, où il n'y a pas de possibilité de lumière. Donc si on n'a pas de lampe, on est confronté à une densité de noir qui est absolument incomparable avec tous les autres noirs qu'on peut connaître. Par exemple le noir des greniers, des nuits les plus sombres sont d'une clarté folle à côté de ce noir-là. Et ces 2 enfants vont rencontrer le noir absolu alors qu'ils s'attendaient à vivre une expérience incroyable, une aventure, parce qu'ils sont très 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 impatients et c'est leur point commun de vivre les grandes choses de l'humanité. Ils pensaient partir à l'aventure et ce qui va leur tomber dessus, c'est la nuit de l'existence. Il y a 3 parties dans ce livre parce qu'il y a peut-être un traumatisme au début qui est référence aussi à ce noir du titre parce que la première partie se passe dans une grotte préhistorique peinte et du coup voilà la rencontre avec le noir des personnages va se faire dans ce lieu et les 2 autres parties sont en fait les conséquences un peu plus tard de cette visite de cette grotte préhistorique qui apparaît pour les personnages quand ils ont, alors la petite fille elle a 8 ans quand elle visite cette grotte et le garçon a 11 ans, le même jour ils se rencontrent là-bas et ensuite on les suit un peu plus tard dans l'adolescence et c'est les 2 autres parties dont celle du milieu s'appelle Rien parce que c'est une partie de latence où il y a quelque chose de l'ordre de la peut-être de la digestion de ce traumatisme qui se passe dans cette première partie. Alors la première partie elle s'appelle Erreur parce que les personnages principaux qui sont donc alors je dis la fille et le garçon parce qu'on ne connaît pas leur prénom. C'est 2 personnages qui parlent à la première personne et on ne sait pas comment ils s'appellent dans le livre. Et en fait cette première partie s'appelle Erreur parce qu'ils font chacun une erreur et c'est cette erreur qui va les rassembler. La petite fille elle suit la mauvaise personne dans la grotte. Elle aurait dû rencontrer quelqu'un qui aurait pu être décisif pour sa vie, mais elle va suivre la mauvaise personne. Et le garçon, la voyant suivre la mauvaise personne, devrait l'en empêcher et il ne fait rien. Et donc ils ont une erreur commune. Et finalement, c'est ce manque, cette erreur qui va les rassembler et qui va faire qu'on va les suivre en parallèle dans le livre. Voilà, c'est peut-être l'endroit de leur union, c'est une erreur. Donc le livre alterne 2 récits à la première personne, donc la petite fille qui raconte son histoire, qui dit je, le garçon qui dit je, c'est un chapitre sur 2 et à l'issue de cette première partie, chacun va repartir dans sa vie. Et donc on va continuer à avoir l'alternance de ces récits à la première personne pour elle et pour lui, comme ça tout au long du livre jusqu'à la fin, sauf qu'ils vont se perdre de vue à partir de la 2e partie et qu'on va les suivre dans leur vie parallèle. Donc le lecteur, je pense, comprend les liens qu'il y a entre eux, mais eux, du fait de ce noir de la première partie, ne se sont pas rencontrés. Donc le lecteur va être un petit peu comme un autre, comme le narrateur omniscient de cette histoire, puisqu'il va pouvoir faire le lien entre ces 2 récits d'enfants qui racontent une sorte de manque, enfin une sorte de traumatisme comme ça en parallèle. Et puis il se trouve que ils vont retourner sur ces lieux et alors, est-ce qu'ils vont se retrouver? Ça, je ne le dirai pas, mais en tout cas, ils vont retourner sur ces lieux dans la 3e partie du livre. Je me suis posé la question plusieurs fois en écrivant si c'était bien clair que de façon mécanique, un chapitre sur 2, on était avec la fille, avec le garçon. Étant donné qu'on n'a pas leur prénom et puis qu'ils ne s'appellent pas eux-mêmes par leur prénom, parfois il y a des confusions.
Mais ça m'intéressait d'aller explorer effectivement la construction de leur genre à partir des petits événements du quotidien qu'ils vivent, et avec une langue qui va peut-être les absorber ou même les noyer. Et effectivement, en tout cas pour moi, l'enjeu n'était pas tant le récit de la petite fille que le récit du garçon. J'avais quelque chose à dire, de me mettre dans la peau d'un jeune garçon. Ça m'a beaucoup intéressée, parce que je crois que c'est quelque chose qu'il faut qu'on... il y a quelque chose à conquérir pour les femmes, de pouvoir se mettre dans la peau d'un homme comme les hommes le font depuis très très longtemps avec les personnages féminins, sans se poser de questions. Je trouve que nous on peine encore un petit peu on doit toujours s'expliquer sur pourquoi on incarne un homme, ou on va faire des récits de femmes qui parlent des femmes, et moi ça m'intéressait vraiment d'aller conquérir un petit peu cet imaginaire du garçon, mais qui parfois effectivement rejoint celui de la fille. De toute façon ils sont liés par quelque chose, donc il y avait un point commun, et que le lecteur se perde parfois dans ces deux récits, ça me gênait pas tellement à partir du moment où ce livre, ça raconte une perte, ça raconte des personnes qui ont été perdues dans le noir. Et finalement que le lecteur puisse retrouver un petit peu cette expérience, ça me semblait cohérent avec l'histoire. Je crois que mon style est assez poétique, on peut dire ça comme ça. Alors déjà, c'est dû à plusieurs raisons. D'une part, parce que je suis... avant toute chose, j'ai été une lectrice de poètes avant d'être une lectrice de romancière dans mon parcours de lectrice des toutes petites. Ensuite, parce que j'écris de la poésie aussi, et que c'est une langue qui m'apparaît plus naturelle peut-être pour moi que le récit romancé, et puis peut-être aussi que mon goût moi-même va vers les... Oui, mon goût va vers les auteurs qui ont une langue, alors parfois lyrique, mais en tout cas travaillée. Je crois que le travail... effectivement, j'ai une propension à sortir un peu cette langue dense, oui, on peut dire épaisse, enfin en tout cas quelque chose d'un petit peu dense, et mon travail est plutôt d'alléger. En fait, ma langue naturelle serait peut-être encore plus, alors je vais peut-être pas dire lourde, mais chargée, je sais pas quel mot employer, et le travail intervient pour que ça ne soit pas un obstacle au récit, parce que je raconte quand même quelque chose, et c'est vraiment un roman, c'est pas un long poème, ça reste un roman, et du coup oui, le travail vient dans un second temps pour alléger, pour mettre de l'air, et puis pour pas perdre de vue que cette langue-là, elle doit être au service d'un récit. Si j'ai choisi de parler de la caverne, parce que c'est vrai que dans le texte, je l'appelle plutôt caverne que grotte, parfois quand c'est trop long je dis grotte, mais en fait pour moi le terme c'est la caverne. C'est peut-être parce que moi je dis souvent que j'écris depuis très longtemps, et que j'ai été longtemps frappée du syndrome de la page noire, moi je l'appelle comme ça, c'est-à-dire des textes justement pour faire référence à la langue poétique dont on parlait précédemment, et qui sont très denses, et j'écrivais des histoires trop denses qui n'étaient du coup plus des histoires, mais qui étaient des pages avec des lignes très serrées, et j'arrivais pas à en faire un récit et un roman, et je tendais vers ça. Et le jour où j'ai réussi à écrire une histoire, c'est le jour où je me suis souvenue que j'avais été effectivement, quand j'avais 8 ans, perdue par quelqu'un dans le noir absolu d'une caverne, et que peut-être c'est ce jour-là que ma langue s'était emballée, il y a très longtemps, et qu'il fallait que je revienne sur ce lieu-là pour que ma langue, si sombre qu'elle était, devienne peut-être un peu plus intelligible, qu'elle puisse se raconter comme une histoire. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai voulu partir de la caverne, et j'ai l'impression que maintenant que j'ai libéré la caverne, le récit est possible. Oui, j'ai été perdue, c'est une histoire vraie ça. C'est un roman, mais c'est vrai que la situation d'origine d'avoir été perdue, parce que c'est une mauvaise blague, dans le livre, une petite fille est perdue par un garçon qui lui fait une mauvaise blague, qui éteint la lampe, qui s'en va et qui la laisse comme ça, dans un boyau en train de ramper. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'est arrivé mot pour mot. Et j'ai cru que j'allais mourir ce jour-là. Et je crois que voilà, l'idée de la mort, elle est arrivée pour moi ce jour-là, avec l'idée du noir. Et par la suite, j'ai travaillé dans le théâtre, et je me suis souvent dit que je me sentais bien dans les lieux de parole où tout était noir et où il n'y avait pas de fenêtre. En fait, tout ça avait du sens, tellement cet événement a fondé quelque chose pour moi.
Alors la première partie donc s'appelle l'erreur parce que les personnages font une erreur. La deuxième partie elle s'appelle rien parce qu'en fait, moi j'ai souvent observé, alors peut-être c'est juste mon point de vue, mais que après les grands événements, après les traumatismes, il y a quelque chose de l'ordre du vide, du grand silence. Voilà, je me suis toujours posé la question à quoi pouvait bien ressembler le premier jour d'après le déluge dans la Bible, ou qu'est-ce qui peut se passer après les traumatismes. Il me semble qu'il ne se passe pas grand-chose et que pourtant dans ce terreau de rien, c'est là que tout arrive, qu'on attend le signe. Et c'est pour ça que cette deuxième partie s'appelle rien, parce que les deux personnages sont voilà, dans une sorte de nappe de temps où tout peut arriver. Et la troisième partie s'appelle Ceux de l'amour, parce que finalement c'est un roman d'amour. Et que c'est de ce noir, de ceux du noir, peut-être du noir absolu, peut-être qu'il n'y a que du noir absolu que peut venir l'amour absolu. Peut-être on peut dire ça. Moi, l'enfance n'est pas une période que j'ai aimée, pas parce qu'elle a été malheureuse, mais parce que pour moi c'est le temps de l'empêchement et de l'impuissance, c'est l'enfance. Ceux du noir, c'est un livre pour en finir avec la nostalgie de l'enfance. Voilà, c'est un livre pour en finir avec... et puis aussi avec les petites choses du quotidien. C'est un livre qui parle de gens qui veulent aller faire des grandes conquêtes, des grandes choses et qui ont des très grands projets. Et je tenais à leur donner une voix à ces gens, qu'ils soient enfants ou adultes, qui sont impatients de vivre et qui le seront toujours. Voilà.